à toutes et à tous et bienvenue dans cette grande émission, la dernière de la semaine. Je suis ravie de vous retrouver. On a commencé la semaine avec de la pomme de terre, et bien on finit avec de la bière. Selon le Figaro du 17 mars dernier, les Français boivent 2 milliards de litres de bière par an. Vertigineux, me direz-vous, mais à y regarder de plus près, celle-ci n'est que le 26e pays à consommer de la bière dans le monde, soit 30 litres consommés en France par an et par habitant, ce qui n'est pas tant que cela. Les Français préfèrent aujourd'hui consommer mieux que beaucoup, d'où la pousse de nombreuses et petites brasseries artisanales qui réveillent la bière française, et la Vendée en est un parfait exemple. Des micro-brasseries sortent de terre et viennent renforcer l'offre déjà bien installée de la brasserie Mélusine à Chambretot. Loin d'être concurrentes, elles se disent complémentaires, elles se fédèrent, elles échangent. Et la grande émission a voulu en savoir un petit peu plus et de savoir pourquoi brasse-t-on de plus en plus en Vendée, terre plutôt liée au vin. Et bien c'est ce que nous allons demander à nos 3 brasseurs, puisqu'ils sont 3, qui nous font le plaisir d'être sur le plateau de la grande émission. Alors on ne pourra pas consommer, ce qui est un peu dommage, mais on pourra parler de la bière. Mais avant de les accueillir, j'embrasse Fanny Le Saint. Ça va bien, Fanny? Ça va bien. Et consommatrice de bière ou pas? Absolument pas. Après l'émission, peut-être. Mais bon, peut-être, hein, j'ai goûté en tout cas. Nous, on va parler bande dessinée, évidemment. On va parler je vais vous emmener dans plein de trucs. Je vais vous parler des comics américains à travers l'univers de dessinateurs argentins, en tout cas hispano-américains. D'accord. C'est pour montrer qu'outre-Atlantique, on fait aussi des choses très intéressantes aussi. Eh bien, on verra ça tout à l'heure. Merci beaucoup, Fanny. Alors, nous recevons sur le plateau de la grande émission, et on en est ravis. Je l'ai dit, 3 brasseurs. Le premier, c'est Laurent Boiteau. Bonjour, Laurent. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de la grande émission. Alors, faut-il présenter Mélusine? Je ne sais pas, mais en tout cas, on va en parler. Vous êtes évidemment le brasseur de la brasserie Mélusine, mais vous êtes aussi, on va en parler, vice-président du syndicat national des brasseurs indépendants. On va en parler tout à l'heure. Il y a une différence avec l'autre branche des brasseurs. À côté de vous, c'est François-Xavier Dole. Bonjour François-Xavier. Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous avez vu il y a 2 ans, c'est ça. Pour l'ouverture des coureurs de lune. C'est ça. Et ben on va voir ce qui s'est passé depuis 2 ans, si ça se passe bien. Et puis à côté, c'est Alexandre Blanchouin. Bonjour Alexandre. Bonjour. C'est le Grand Zig, Alexandre. C'est les Herbiers. C'est une toute nouvelle microbrasserie qui vient de se... Ouais, le petit nouveau. En fait, c'est ça. On a 3 générations de brasseurs. Et on va en parler avec vous. En tout cas, merci d'être sur le plateau. Est-ce que vous vous connaissez tous les 3? Bien sûr. Un petit peu. Un petit peu? Ouais. Laurent. Oui. Vous êtes un peu la référence de la brasserie et de la bière en Vendée, mais on va peut-être présenter quand même Mélusine. Vous avez repris l'entreprise depuis 2005, c'est ça? L'entreprise a été reprise depuis 2005, c'est ça, ouais. C'est ça. Ouais. Donc ça fait quand même un petit bout de temps maintenant. Ça fait 12 ans. 12 ans. Ça fait 12 ans. J'ai lu que vous étiez la plus grosse brasserie des Pays de la Loire. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. D'accord. Il n'y a pas d'autres grosses... Il y a des brasseries concurrentes qui... Concurrentes? Il n'y a pas vraiment de concurrence entre on va appeler ça les petits brasseurs. Ouais. Et Mélusine fait partie des gros artisans, on va dire. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais il y a 1000 brasseries en France, dont une grosse dizaine en Vendée, et on doit être 30 ou 40 sur la région. Sur la région, d'accord. Voilà, mais évidemment, comme on est ancien, on est parmi les plus gros. Ouais. François-Xavier, à côté de Laurent. François, ça fait 2 ans? Oui, bientôt, oui. Installé où? Pas très loin, au Poiré-sur-Vie. Juste à côté. Oui. Juste à côté. Pour avoir vous êtes toujours tout seul pour les coureurs? Oui, toujours tout seul. Oui. Je ne l'ai pas demandé, Laurent, mais vous êtes combien à bosser à la brasserie? On est 14. À travailler, pardon. 14. Ah oui, d'accord. On est sur un autre débit. Ouais. Et puis Alexandre, donc tout nouveau installé aux Herbiers. Oui, exactement, aux Herbiers. Depuis combien de temps? Depuis un peu plus de 2 mois. Enfin, j'ai commencé la production en février 2017, donc de cette année. Ouais. Voilà. Alors moi j'ai une question qui est une question piège évidemment, mais qui n'est pas facile. Pourquoi la bière? Qu'est-ce qui se passe avec la bière? Laurent, pourquoi la bière? Pourquoi la bière? La bière, c'est un produit convivial s'il en est. C'est aussi un produit qu'on découvre ou qu'on redécouvre en France. Ouais, moi je trouve. Il y a eu jusqu'à 3000 brasseries en France au début du siècle. Puis les industriels ont racheté et pris l'essentiel de la place. Et depuis la fin des années 80, il y a un renouveau de la bière et de la consommation de bière. En fait, on boit plutôt moins, mais on boit plutôt mieux. Alors, on est des petits consommateurs. Oui, parce que les chiffres que j'ai donnés ne sont pas des chiffres excessifs, en fait. Non, 26e pays à consommer de la bière dans le monde. Moi, je pensais qu'on était beaucoup plus Non. On est les avant-derniers en Europe avec une trentaine de litres. Les premiers, c'est qui en Europe? Alors, ça doit être les Tchèques, qui doivent consommer 140 litres. 140 litres. Oh, attendez, nous, on est à 30 litres? C'est ça. 140 litres? 140 litres. Oh, on est des petits, nous, à côté. Tout petits. D'accord. Tout petit, vraiment. Ouais, on a le vin à côté. Mais on boit, c'est ça. En fait, on boit une 50aine de litres de vin aussi.
Ouais, c'est ça. Oui, on compense. François-Xavier, pourquoi la bière? Pourquoi la bière et pourquoi pas le vin, justement? Il y a peut-être un peu moins de contraintes aussi dans la bière, dans la fabrication, parce qu'il y a moins de... Il n'y a pas encore de terroir en bière, donc on peut aussi, nous, aller choisir ce qu'on veut pour faire une recette. Donc, j'aime pas tellement les contraintes, donc c'est ce qui m'a plu aussi dans la bière, je pense. C'est ça, c'est la facilité de pouvoir faire un peu ce que l'on veut. C'est ça, fait, tout en travaillant des matières premières qui sont agricoles, en fait. Donc, des matières premières entières. Quoi. Alexandre, Alexandre, il y a eu un article qui est sorti dans Ouest France il n'y a pas si longtemps que ça sur vous. Et moi, il y a une phrase qui m'a fait beaucoup rire. Mais vous allez m'expliquer parce que peut-être que je me trompe. Vous avez dit dans Ouest France, chez nos confrères, c'est un domaine qui me plaît depuis plus de 20 ans. Sachant que vous en avez 27. Exactement. Donc ça veut dire que vous avez consommé la bière à 7 ans. Exactement. C'est ça? Petit déjeuner dans un bol. Ça. Est-ce que c'est vrai cette histoire de 20 ans? Non, c'est depuis que j'ai 20 ans. Enfin, voilà, je fais une petite rectification. Le petit rectificatif. D'accord. Voilà. Donc non, ça fait vraiment 7 ans que je m'intéresse à ce produit-là. Et comme le disait Laurent, moi, il y a deux choses. Il y a d'une part le fait que ce soit un vecteur de partage, un objet social qui pour moi est très intéressant. Et il y a le produit. Enfin, j'ai tout d'abord commencé à apprécier la bière parce que j'aimais le produit. J'avais pas forcément l'idée d'en fabriquer moi-même quand j'ai commencé à m'intéresser à ça. Mais voilà, petit à petit, j'ai appris à en faire de mon côté. Et voilà, c'est comme ça que j'ai pris la décision de me lancer, quoi. Mais est-ce que c'est ce que disait François-Xavier, c'est de se dire il n'y a pas tellement de contraintes que ça, c'est beaucoup moins contraignant que de faire du vin ou de faire une boisson, et donc on peut s'installer plus facilement? Ouais, ça faisait pas partie des critères au départ, parce que non, c'est surtout le produit que j'aimais. Je suis pas un connaisseur en vin. Poussé, oui. Ouais, voilà, donc c'est la bière qui me plaisait, donc c'est surtout pour ça. Et le fait qu'il y ait peu de contraintes au départ, c'était pas forcément quelque chose, en tout cas moi, qui m'a poussé à me lancer, quoi. Mais c'est vrai que pour le coup, on peut faire beaucoup de choses parce que, comme disait François-Xavier, il n'y a pas de terroir particulier. Ouais, on fait un petit peu ce qu'on veut, quoi. Et les matières premières, c'est quoi? Oui. Il y en a 4. Il y en a que 4? Non, c'est les quatre matières premières de base. On va peut-être les rappeler. Ouais, donc on a de l'eau. Donc c'est là ce qui commence toujours par l'eau. Histoire de dire, voilà, c'est pas trop alcoolisé. on a l'eau, on a le malt. Ouais. Donc généralement c'est du malt d'orge. Ouais. On utilise également du malt de blé ou d'autres céréales peuvent être également utilisées. Le houblon qui va apporter de l'amertume et de l'arôme à la bière. Ouais. Et la levure qui va permettre une fermentation alcoolique, quoi. Laurent, vous vouliez préciser les choses par rapport à ce que disait Alexandre? Oui, et notamment la différence entre le vin et la bière. Dans le vin, en fait, on est contraint par des appellations, alors que dans la bière, on est complètement libre de toute la créativité possible. Et en fait, ça nous permet de faire un petit peu ce qu'on veut et de donner libre cours à ce qu'on a envie de faire. Dans les épices, dans les types de bière, dans les styles. Il y a vraiment une créativité incroyable dans la bière. En fait, vous faites des recettes. C'est ça. C'est une histoire de recettes. C'est de la recette. On est d'accord. Complètement. François-Xavier, c'est des recettes. Oui, c'est ça. Vous êtes cuisinier. Oui, en fait, on est pâtissier. C'est pour ça qu'on voit souvent des collaborations entre artisans, par exemple des boulangers, des brasseurs, parce qu'on travaille, c'est même... C'est des druides, c'est ça. Ouais, c'est ça, il y a une notion vraiment de recette. Pour l'instant, c'est pas si cadré que ça de pouvoir faire de la bière. On va en reparler de pourquoi, notamment, cet engouement pour la microbrasserie qui n'est pas que vendéenne, hein. C'est vraiment partout en France. Partout dans le monde. Et partout dans le monde, exactement. Mais est-ce que petit à petit, vu qu'il y a de plus en plus de microbrasseurs ou de brasseries artisanales qui se mettent en place, et indépendants, d'ailleurs on va en reparler Laurent, est-ce que petit à petit on ne va pas amener à ce que justement la réglementation entre guillemets des bières soit aussi calibrée entre guillemets que les vins, avec les histoires d'appellation, des choses comme ça? Même si les appellations c'est lié au terroir, on est d'accord. Alors il y a des styles qui existent, qui sont identifiés, il y a un décret bière, quand même la bière c'est encadré juridiquement. D'accord. Donc dans une bière, il doit y avoir obligatoirement du houblon et des matières amylacées, et ça doit être une boisson fermentée. D'accord. Ça, c'est les critères d'une bière. C'est ça. Le souci, c'est que si on vient à cadrer les choses clairement, on va uniformiser le produit, et c'est pas du tout ce qui est recherché, et c'est pas du tout ce qui fait le succès aujourd'hui des bières artisanales. D'accord. Est-ce que la bière se porte bien en Vendée? Vous avez dit une dizaine de brasseurs? Oui. Une dizaine, c'est bien, c'est beaucoup? C'est dans la moyenne nationale, il y a 1000 brasseries en France, donc c'est à peu près la moyenne. Puis on dit 10, mais il y en a peut-être 3 ou 4 qui sont en train de se monter à l'heure qu'il est, parce qu'il y a un vrai essor. Donc non, on est presque une terre de bière déjà.
Est-ce que vous, alors en toute franchise, Laurent, Oui. est-ce que vous, quand vous voyez Alexandre s'installer, François-Xavier vivre depuis 2 ans, etc., vous dites, ça me titille quand même. Sachant que la bière Mélusine est quand même très installée en Vendée aussi, mais pas qu'en Vendée, parce que vous ne... Je comprends ce que vous voulez dire, mais il y a, encore une fois, 1000 brasseries. Ces 1000 brasseries, elles pèsent moins de 5% du marché national. Ouais. On ne peut pas considérer qu'on soit concurrent, au contraire. Plus on sera nombreux, plus on parlera des bières artisanales, plus on vendra tous nos produits de mieux en mieux. Est-ce que vous goûtez les bières des autres? Bien sûr. Oui. Déjà, c'est pas très désagréable, on est d'accord? C'est agréable. Est-ce que vous avez goûté, par exemple, la bière d'Alexandre et la bière de... Récemment, d'ailleurs, puisqu'on s'est rencontrés... Oui, vous êtes vus tous ensemble, d'où l'idée de faire cette émission-là. C'est ça. Comment ça se passe dans ces cas-là? Est-ce que vous dites, dis donc, elle ressemble un peu à la mienne? Ou à celle... ou est-ce que Elles se ressemblent jamais, les bières. Oui. Elles sont toutes différentes. On a des matériels différents, on a des ingrédients différents, des recettes différentes, des styles différents. Des méthodes différentes aussi. En fait, vraiment, on peut tout faire. Ouais. Alexandre, je ne vous ai pas demandé, mais vous êtes tout seul aussi, pour l'instant. Oui, je suis tout seul pour le moment. Ouais. Enfin, j'ai des amis qui m'aident quand j'ai un gros coup de bourre, mais non, je suis tout seul. Ouais. Vous avez sorti combien de bières pour l'instant? 3 pour le moment. Et donc la gamme sera composée de 5 bières permanentes, en tout cas la première année. D'accord. Et voilà, je sortirai des bières... en fonction de la saison, dans les années à venir, quoi. Là, actuellement, qu'est-ce qu'on peut déguster actuellement? Vous avez 3 bières, donc il y a une bière blonde de type, plutôt de style anglais, donc on appelle ça une pale ale, donc relativement bien doublonnée. Une bière noire, donc c'est un stout, c'est un style irlandais, donc voilà, une bière noire avec des arômes de café assez intenses. Et une 3e bière qui est plutôt de style belge, donc c'est une bière un peu plus alcoolisée, donc on est à 8 degrés, et c'est une bière plus sucrée, hein, avec un peu plus de corps. C'est une bière blonde également. D'accord. Vous suivez, alors vous dites bière plutôt belge, bière plutôt irlandaise, etc. Ça veut dire que vous goûtez à l'extérieur les pays qui sont plutôt... bons en bière, ou du moins réputés en bière? Ouais, moi j'ai des styles que j'aime, donc j'essaye de reproduire, ou en tout cas de m'inspirer plutôt de ces styles-là pour les styles de bière sont déjà existants, il y en a déjà beaucoup qui existent, donc voilà, on essaye de s'inspirer de ça, en tout cas pour moi, et de faire un style de bière qui me plaît à ma sauce, quoi, donc... la sauce Grand Zig. Voilà, exactement, la sauce Grand Zig. La sauce Grand Zig. Je vous poserai la question, François-Xavier, évidemment, tout à l'heure. Mélusine, il y a tellement de bières qu'on peut pas toutes les citer. On peut au moins dire qu'il y en a une dernière qui est sortie. On a parlé, c'est la Hellfest, c'est ça, celle-là. Qui est une IPA. Pardon. Voilà, India Pale Ale. Alors, moi, je consomme, mais je ne... Ce sont des bières très houblonnées, très aromatiques. D'accord. C'est la grande tendance, ça, quand même. C'est une grande tendance. Ouais, hein, on va en reparler, mais il y a quand même une tendance dans la bière. Bien sûr. Il y a des tendances filles aussi. Ouais, il y a des tendances filles aussi. Mais il y a des brasseurs qui sont des filles. Hein, qui brassent. En Vendée aussi. En Vendée aussi? Oui. Ah oui, c'est bon, ça va. On va en reparler. On fait un point bande dessinée avec Fanny d'abord. Plein de bouquins. Ah oui, là, j'ai pas fait attention, je me suis dit, allez... J'ai reçu plein de trucs. Alors, on va parler comics. Ouais. Voilà, je voulais vous parler de ce format-là. Je sais pas si vous connaissez, Adèle. Ça, c'est le format typique des bandes dessinées américaines. Donc, ça se présente en série. Donc, 100 Bullets, ça, c'est une série qui a été réalisée en 99, et 2009. Entre 99 et 2009. Oui, qui a été récompensée largement par des prix prestigieux. Ouais. C'est l'œuvre de Brian Azzarello, ou Lou, je ne sais pas comment on dit, et un immense dessinateur, Eduardo Risso. Ah, ils sont deux. Toujours. Toujours deux. Il y a toujours même trois, parce qu'il y a un coloriste avec. Et aux États-Unis, il faut savoir que c'est un mode de fonctionnement un peu différent de chez nous. C'est-à-dire que vous avez des studios où en fait ils vont être à plusieurs à travailler sur une série. Donc il va y avoir la personne qui fait le lettrage, par exemple, celui qui fait le scénario, plus des relecteurs. Comme les dessins animés, en fait. Un peu, oui. Un peu comme les films d'animation. De films d'animation. Ouais. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que les personnages, par exemple, notamment les super-héros... Moi, je ne vous parle pas de super-héros aujourd'hui. Non, on n'est pas sur les Marvel. Je voudrais vous montrer que le comics, c'est pas juste des Superman et des Wonder Woman. Ouais. Mais les personnages appartiennent, en fait, aux éditeurs. Ah, d'accord. Et ils font travailler des
des dessinateurs et des scénaristes sur les personnages qui appartiennent toujours en fait à l'entreprise. C'est l'éditeur c'est l'entreprise qui a le personnage et non pas le créateur. Alors, et non, aux États-Unis c'est différent le droit d'auteur. C'est pour ça que nous on a une richesse en France, c'est que l'œuvre appartient et les créations appartiennent théoriquement, hein, normalement, à leurs auteurs. Mais bon, selon les contrats, ça peut un petit peu changer la donne. Ça parle de quoi Alors, ça parle. Donc, l'intrigue initiale, elle est basée sur le dilemme moral de la vengeance. C'est-à-dire, est-ce qu'on passerait à l'acte si on était sûr de ne pas en subir les conséquences. Vous avez un agent un peu spécial, un peu mystérieux, l'agent Graves, qui choisit des personnes pas innocemment, et il leur propose une mallette de 10 balles et d'un revolver non identifiable, intraçable. D'accord. Et en fait, les personnages ont le choix ou non de se venger, d'utiliser le... C'est un peu la roulette russe, hein. Il y a un côté roulette... Ah, quoique non, pas forcément, non. C'est pas innocent, en fait. Après, bon, je vais pas dévoiler la série, évidemment, mais tout au long de l'intrigue, disons que le scénario s'étoffe, on comprend un peu mieux les imbrications des personnages. D'accord. C'est une excellente série. Hein. C'est vrai. C'est une sorte de classique. C'est un grand... Oui, là je vous présente des classiques. C'est des classiques. C'est vraiment des choses. C'est ce qu'il faut avoir. Pour peu qu'on s'intéresse aux comics, franchement, c'est The Série. Puis Eduardo Risso, c'est un immense dessinateur. Il a une intelligence de placement des noirs et blancs, un souci du détail. Ça a l'air simple quand on regarde comme ça. Et en fait, pas du tout. Mais pas du tout. Je veux dire, le trait est assez simple. Il y a énormément d'expérience pour savoir exactement où placer la masse de noir et d'agencer ces cases comme ça. Il y a une espèce de travail là-dessus. Enfin, pour moi, c'est un génie. De toute façon, je présente que des génies. Elle présente que des génies. Voilà. Non, mais c'est vrai. C'est bon pour Brian Azzarello. Brian Azzarello. C'est plutôt comme ça. Lui, c'est le scénariste. Ça, c'est le scénariste. Et Eduardo Risso, c'est le dessinateur et coloriste. Grande référence. On rappelle ce que c'est ? C'est 100 Bullets. Il doit y avoir, je ne sais plus combien il y a d'exemplaires, mais c'est une série qui a été réalisée sur 10 ans quand même. D'accord, 99-2009, c'est ça ? Voilà. Merci beaucoup. On verra la suite tout à l'heure ? Voilà. Merci Fanny. C'est la fin de cette... Ouais. C'est la fin de cette première partie. On se retrouve juste après une courte pause. Calme-toi pour parler de la bière. De retour dans la deuxième partie de cette grande émission consacrée à la bière, à la brasserie. Nous sommes en compagnie de 3 brasseurs. Je rappelle leur nom, Laurent Boiteau, qui est brasseur de la Mélusine à Chambretot et vice-président du syndicat national des brasseurs indépendants. On va en parler d'ici quelques instants. François-Xavier Dole, qui est brasseur au Coureur de Lune, au Port et Survie. Et Alexandre Blanchouin, qui est le petit nouveau, le Grand Zig, aux Herbiers, qui vient de s'installer. Alors, il y a vous, mais on peut aussi citer la Muette à Bazoges. Il y a celle de Notre-Dame-de-Mont, j'ai oublié son nom. Petite Ramonière. Voilà, merci beaucoup. Ça se voit qu'il connaît le sujet. Mais voilà, une dizaine de brasseurs artisanaux en Vendée. Et puis d'ici quelques instants aussi, la suite de la chronique de Fanny. J'ai posé la question à Alexandre. François-Xavier, qu'est-ce qu'il y a comme bière au Coureur de Lune ? Quand j'ai ouvert la brasserie il y a 2 ans maintenant, bientôt, il n'y avait que la blonde. Oui. Et après, on a élargi la gamme progressivement. On parlait d'influence. Moi, je suis plus influencé par le grain, donc par le malt, que par le houblon. J'adore le houblon, mais on a tous une sensibilité un peu différente. D'accord. C'est pour ça qu'on n'est pas forcément concurrents. On fait forcément de la bière avec du houblon et du malt, ou il peut y avoir d'autres céréales. J'ai vu des trucs à base d'épeautre. Oui, c'est ça. Oui. Et là, on parlait de bière de saison aussi, donc elle n'est pas encore dans la gamme, mais elle va venir bientôt. Ce sera une bière au seigle aussi, que je vais lancer. Et qu'est-ce que ça va apporter comme différence, le seigle ? Ça apporte quoi, par exemple, pour qu'on sache un petit peu En fait, le grain va influencer plus le corps de la bière. Sur un vin rouge, par exemple, vous avez un tanin qui va être relatif au vin rouge. Ouais. Et sur un vin blanc, ce sera un peu différent aussi. Ouais. Et là, c'est pareil, en fait. Moi, après, c'est une analyse personnelle, parce que chaque brasseur a son analyse. Ouais. Et je trouve que le grain apporte plus de corps. Ouais, c'est ça. De subtilité dans la bière. C'est ça. Et sur le grain, vous voyez, sur la blanche, on a une partie qui est faite à base de froment, donc c'est du blé, du malt de blé, et l'autre partie, donc, de malt d'orge. Donc ça donne un petit côté acidulé, en fait, rafraîchissant l'été. La tourbée, elle est fumée à la tourbe écossaise. Donc le grain, lors de sa transformation pour qu'il soit transformable en bière, va être fumé, en fait, avec cette tourbe. D'accord. Donc ça donne un côté assez typique, en fait,
Et la porteur, elle, le grain, là, le blé et l'orge a été complètement torréfié. Donc c'est le même vocabulaire que pour le café, quoi. C'est ça. Et en fait, si je comprends bien, quand je vous écoute, vous êtes des espèces de laboratoires. Il y a un peu de ça. C'est-à-dire que vous testez des choses, vous êtes des brasseries bien sûr, mais vous êtes des laboratoires pour tester des choses et voir ce qui va marcher ou pas, ou ce que vous allez pouvoir sortir. C'est ça, Laurent? Oui, et puis ce qui va nous plaire aussi. C'est vraiment en fonction de vos goûts à vous. Vous ne faites pas en fonction du public? Par exemple, si vous avez public, non, mais alors si on a sorti une IPA, c'est parce qu'on savait qu'il y avait une demande. Oui, c'est ça. Sauf qu'au moment où on élabore le produit, où on choisit les ingrédients, où on lance nos tests, évidemment, on va choisir ce qu'on préfère nous. Ouais. À l'intérieur du style, on peut s'exprimer, heureusement. Alexandre, entre l'idée d'une bière et la bière, il y a combien de temps pour vous? Tout dépend. Enfin, moi, les recettes, je les avais élaborées pendant l'année 2016. Donc voilà, j'ai fait des ajustements, etc. pendant toute cette année. On va dire pendant 8-9 mois, j'ai travaillé sur les recettes. Après, faire une recette sur un petit volume et la retravailler après sur un volume plus important, donc de 500 litres pour moi. C'est pas la même chose, donc le résultat était encore un peu différent. Donc il m'a fallu un peu de temps pour élaborer les premières recettes. Après les prochaines, je les ai déjà en tête, et je vais lancer une première production. On verra ce que ça donnera, et puis il y aura éventuellement des petits ajustements par la suite, quoi. Donc ça va aller plus vite, Ça vous arrive de rater complètement un truc, de faire des trucs dégueux? De rater une recette? Moi, ça m'est arrivé quand j'étais amateur, il y a encore peu de temps, mais quand je faisais des recettes sur des tout petits volumes, il y a des trucs imbuvables. C'est vrai? Vous aussi, Laurent? Oui, ça arrive. Puis il y a aussi des contaminations, ça fait partie du métier de brasseur. Donc il y a de la perte, il y a de la casse, ça arrive. Et quand vous dites que vous testez les bières, qui teste les bières? Parce que vous... Au bout d'un moment, il faut la tester à quelqu'un qui est hors de la production. Ça, bien sûr. C'est qui les teste? Parce que s'il faut les tester, moi je veux bien, personnellement. Nos amis, des clients de passage, les gens à la brasserie notamment. Et Alexandre et François-Xavier, c'est pareil? Oui, c'est un peu pareil, mais il faut aussi qu'elle me plaise moi déjà, en fait. Parce que j'arrive pas à vendre un produit que j'aime pas. Donc si moi je suis convaincu, là je vais la proposer. Et dès le début, si je l'aime pas, non, ça s'arrête là, quoi. Mais ça veut dire que votre palais, le palais, il bouge, il change. Enfin, il y a un palais de base, je veux dire, mais il doit évoluer. Enfin, Laurent, depuis l'expérience, depuis le temps que vous brassez. Moi, mes goûts ont changé en 12 ans, bien sûr. J'aime de plus en plus le houblon. J'ai découvert aussi des céréales différentes. Ouais. Et puis les modes des bières changent. Ce qu'on va goûter à l'extérieur aussi change beaucoup. Donc évidemment, nos gammes sont changées pareil. Vous avez la même manière. Vous êtes très fiers à un moment donné où vous dites celle-là, elle restera. Celle-là, elle restera. Ouais, il y en a quelques-unes. Il y en a qu'on a envie de changer parce qu'on aime bien aussi le changement. Il y en a qu'on a envie d'améliorer. Puis il y en a on n'a pas envie de les bouger parce qu'elles plaisent et parce qu'elles nous plaisent. Ouais. François-Xavier, depuis 2 ans, votre palais, il a changé? Oui, parce que j'ai arrêté de fumer en plus. Alors, mais non, mais oui. Et la même recette que je brassais avant, j'ai senti des choses différentes. Ouais. C'est bien d'arrêter de fumer. Non, passe pas que des mauvais messages dans les bières. mais justement, l'idée c'est que la bière, on la consomme vraiment différemment. On va en reparler d'ici quelques instants. Et Alexandre, depuis vos recettes de 2016, etc., ça change aussi? Complètement. Pas de 2016, non, depuis mes premières consommations de bière, on va dire, quand j'avais 20 ans, et pas 7 ans. Ça a évolué, j'aimais beaucoup les bières un peu plus sucrées, avec plus de corps, etc. Il y a une subtilité. Mais ça change, mais parce que aussi les propositions sur le marché français ont évolué ces 3-4 dernières années. On a accès à de nouvelles bières, des bières américaines, des bières anglaises qu'on connaissait moins avant. Et à force de goûter, de tester, nos goûts évoluent, quoi. Donc ils ont évolué depuis ces 3-4 ans où je me suis vraiment intéressé aux produits. Alors on va en reparler justement du nouveau mode de consommation de la bière, d'où la création de ces microbrasseries et des brasseries indépendantes et artisanales. Mais d'abord on va refaire un point BD avec Fanny. Donc on est toujours aux États-Unis? Eh ben on est toujours aux États-Unis, mais même je dirais on est plutôt en Amérique latine parce qu'en fin de compte je présente des hispano-américains et là on est avec Carlos Meglia, Cyber 6 qui est une série argentine. Alors c'est toujours du comics, justement, voilà.
c'est le Douma Chronique, ce qu'on ne connaît pas, mais c'est un énorme classique. Cyber 6 de BD argentine, mais bien sûr qui a été réédité après aux États-Unis, et puis par Vent d'Ouest. Ouais. Alors, l'histoire, Cyber 6, je vais vous lire parce que c'est une femme artificielle qui s'est enfuie enfant pour échapper à son créateur, le professeur Von Richter, un chercheur nazi exilé dans la jungle sud-américaine. Donc elle s'est réfugiée dans une cité qui s'appelle Meridiana. Donc voilà, après on va suivre ses aventures, pareil, sur plusieurs albums, avec des one-shots, mais en même temps il y a toujours une intrigue de fond un fil rouge, qui se perpétue. Pardon, je vous montrer ça à Alexandre. Alors, pour moi, l'objectif, c'était surtout de présenter Carlos Meglia, grand dessinateur. C'est le dessinateur. Toujours du trait noir, pas de couleur. Disons que ça dépend du livre. Vous voyez là sur Superman Tarzan, parce que comme je vous l'ai dit, ces dessinateurs-là, ensuite, ils bossent après sur ce qu'on appelle, on leur propose en fait des projets. Tiens, on aurait besoin d'une histoire avec Superman. Donc là, c'est un mélange entre Superman et Tarzan. Et là, on voit en fait toute la qualité du trait et de la couleur colo. Cette fois-ci. Alors, ce trait-là, il est hyper expressif. Il est reconnaissable c'est inimitable. Hein. Il est assez taillé à la serpe. Oui, puis il était extrêmement moderne pour son époque. Parce que Meglia, il avait ce trait-là dans les années 90. Ah oui, donc ça a l'air d'être fait il y a 2 ans. Quoi. Ils ont énormément influencé toutes des générations de dessinateurs d'aujourd'hui, en étant extrêmement modernes. Et pour moi, c'est franchement, là encore, avoir des rythmes pareils, ça se faisait pas à l'époque. On était encore dans de l'anatomie classique. D'accord. Alors, quand on pense aux comics, aux gros... on voit les biscottos, on voit le torse, on le voit plus sur la couverture d'ailleurs de Superman et Tarzan. Ce trait-là, c'est différent, il y a une certaine élégance en fait qui se dégage, toujours des placements de noir et blanc, du détail, pour moi exceptionnel. Et pourquoi Carlos Meglia, c'est pour ça que Carlos Meglia est une des références? C'est parce qu'il a ce trait-là? Ah oui, assurément, ouais. Et il est reconnu dans le milieu des... Il est reconnu, malheureusement, il n'a pas pu continuer sa carrière, je veux dire, chez nous, en France, parce qu'il est décédé assez jeune. Donc c'est pour ça que c'est bien aussi d'en reparler. Mais non, il a une énorme... il a travaillé pour les studios en Argentine. Comme c'est loin de chez nous, c'est vrai qu'on... c'est moins connu, c'est moins évident. La Belgique et la France, quoi. C'est un peu... mais non, mais il est connu dans le milieu de la bande dessinée, quand même. Et puis, juste un petit mot pour continuer sur... là, donc, avec le même scénariste, Trio. Donc, on était toujours sur des Argentins. Là, le dessinateur, c'est Mantra Final et Spaghetti Brothers. Moi, j'adore les titres. Titres, c'est... rien que les titres, c'est... Donc ça, c'est une série avec une famille d'Italiens un peu mafioso qui débarquent en fait dans les années 30 aux États-Unis, à New York. Et il leur arrive pareil, plein d'aventures particulières. Et le dessin a la particularité d'être extrêmement classe et toujours en noir et blanc. D'accord. Et ça, c'est vraiment des références à avoir aussi dans sa bibliothèque. À mes yeux. Non, mais c'est... si. Mais oui, clairement. Et puis ça permet aussi de découvrir un peu ce qui se fait ailleurs qu'en France et en Belgique. Parce que là, il y a un sacré potentiel. D'accord. Il y a un renouveau de la BD d'Amérique du Sud? Eh ben moi, j'ai pas souvenir, pas tant que ça. Hein. Ça reste franchement mes dessinateurs les plus connus. Mais il faudra que je me renseigne. Je sais pas ce qui se fait aujourd'hui outre-Atlantique. Donc Cyber 6... Spaghetti Brothers. Et après, on verra là quelque chose qui est un classique. Ouais, enfin, un classique, on verra ça tout à l'heure. Merci Fanny. On va reparler de la bière. Mais non, je vous laisse regarder tranquillement la bande dessinée, François-Xavier. On va reparler de la bière. Alors, moi, je voudrais qu'on parle du mode de consommation de la bière. On a un petit peu effleuré le sujet depuis le début de l'émission. Est-ce qu'on consomme la bière aujourd'hui différemment ? Je me rapproche de Laurent et puis après je demanderai l'avis d'Alexandre. Oui, moi je pense qu'on consomme la bière très différemment. Ouais. Parce que je vais vous faire bondir alors. Mais avant la bière, c'était le pack de bière devant le match de foot, quoi. Et pas de la bonne. N'est-ce pas ? Et pas que de la bonne. Eh bien, ça change. On faisait pas attention à ça. Ça change beaucoup. Et ça change. Hein. Donc les gens font attention à ce qu'ils boivent. On fait attention à ce qu'on consomme globalement. Oui, globalement. Dans l'alimentaire. Ouais. Et pour la bière, ça marche aussi. Il y a eu une révolution dans le vin il y a quelques années aussi, où on s'est mis à consommer mieux. Et dans la bière, c'est ce qui se passe depuis 20 ans.
D'accord. Où effectivement on cherche à consommer plus local, en meilleure qualité et en plus petite quantité. Ça veut dire qu'on s'intéresse, et je me rapproche de vous, quand un client vient vous voir, il demande d'où vient le houblon, d'où vient les différents ingrédients, etc. Il s'intéresse. De plus en plus, oui. Ah ouais. Ouais. En fait, alors qu'on pourrait se dire, on s'en fout un peu de ce qu'il y a. Oui, c'est ça. Mais de plus en plus, mais il y a quand même dans cette famille, enfin, tu me diras si tu es d'accord avec ça, il y a quand même 2 profils de consommateurs. Il y a ceux qui consomment local, qui veulent se rapprocher du brasseur local et le connaître et puis savoir ce qu'il fait. Ouais. Et il y a aussi, sans être péjoratif, le beer geek. Lui, il est vraiment à la recherche d'un produit nouveau, sur souvent des styles assez tranchés de bière. Et c'est une petite partie des consommateurs de bière, mais qui a tendance à grandir quand même. C'est-à-dire qu'il va goûter, il va être curieux, il va s'intéresser vraiment à la façon dont c'est fabriqué. D'accord, oui, il n'est pas que sur la mode de consommation, il est sur le mode de fabrication aussi du produit. Et ils vont loin, ils vont très loin. C'est-à-dire quand vous dites qu'ils vont loin? Ils nous demandent le nom du houblon qu'ils utilisent. Ah oui, carrément. Ouais. Parce que chaque houblon donne un goût différent en fait. D'accord. Mais vraiment. Et pour essayer de comprendre pourquoi c'est équilibré ou pourquoi il aime, pourquoi il n'aime pas, il veut savoir quel type de variété de houblon, d'où il vient, pour comprendre ce qu'il boit en fait. Et en fonction de oui, Laurent, pardon. Et en fonction de la réponse, est-ce qu'il peut dire ah ben non, je vais pas acheter cette bière là? Est-ce que ça va à ce point-là? C'est-à-dire qu'il se dit bah non. Non, par contre, s'il goûte, il aime pas, il va pas être, il va être franc en fait. Donc nous, ça nous permet aussi d'avoir des tendances de consommation. C'est vachement intéressant ça, ça veut dire que les gens en fait ils prennent le contre-pied un petit peu de cette uniformisation qu'on vit depuis des années et on revient vers des choses plus authentiques en fait. Mais pourquoi ça? Enfin, Alexandre, il y a une réponse à ça? Parce qu'ils sont plus informés, parce que maintenant avec Internet on a accès à plein de choses. Est-ce que c'est ça aussi? Pourquoi les gens commencent à s'intéresser vraiment? Ils commencent à vraiment être très pointilleux sur ce qu'ils vont consommer et sur notamment la fabrication de la bière. Alors, je ne sais pas si j'ai une réponse. En tout cas, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a accès à de plus en plus de bières différentes. À partir du moment où on a commencé à en goûter une et qu'on a trouvé ça intéressant, on va aller chercher ce qui se fait à côté et voilà, on va rebondir un peu là-dessus. Enfin, je pense que c'est l'une des raisons. Il y a critique gastronomique bientôt de guerre. Il y a des gens qui sont vraiment très des biérologues, des itologues, qui achètent des bières. Il y a beaucoup de choses. Et d'ailleurs, dans les magazines de vin, dans les magazines spécialisés de vin, il y a maintenant des rubriques entières consacrées à la bière et non pas uniquement au vin. Vous êtes d'accord avec ça, Laurent, le fait de dire que les gens sont d'autant plus intéressés parce qu'ils connaissent plus de bières, parce qu'ils ont plus de choix et qu'ils ont accès à une information plus grande? C'est ça, il y a plus de choix et je pense que quand on a commencé à goûter des bières artisanales ou des crafts, peu importe comment on va les appeler, on n'a plus envie de revenir aux grands standards. Oh ouais, moi, en fait, il y a une espèce d'engouement pour aller goûter autre chose, découvrir des nouvelles saveurs. Et c'est vraiment visible. Vu la tendance du marché sur nos bières, je parle des bières artisanales globalement, c'est un signe. Alexandre, il y a une spécificité, c'est que vous ne voulez pas que vos bières soient distribuées par la grande distribution. Dans un premier temps, en tout cas, non. Après, c'est mon choix. Enfin, il y a des circuits de distribution que j'ai envie de privilégier. Déjà, d'une part, parce que c'est les circuits de distribution que moi, je privilégie en tant que consommateur. Et d'autre part, je n'ai pas les capacités de production pour aller... Pas encore. Non, pas encore, mais voilà, peut-être un jour, on verra. Mais voilà, le choix, il s'est fait comme ça, quoi. J'ai envie de rester sur ces circuits de distribution pour ces deux raisons-là. Et parce que ce sont des créneaux qui marchent aussi. Ce sont des circuits de distribution qui marchent aussi. Oui, exactement. Il y a de plus en plus. On va parler du fait que vous soyez fédérés, ça m'intéresse, mais on va reparler, ça sera dans la 3e partie de l'émission. On va reparler de la brasserie, on va parler de la bière avec Laurent, François-Xavier et Alexandre. Mais d'abord, on fait une courte pause. De retour dans la 3e partie de cette grande émission consacrée à la brasserie. Je ferai remarquer
qu'aucune bouteille n'a été maltraitée pendant l'émission et que surtout qu'aucune bouteille n'a été ouverte. Pour l'instant. Pas pendant l'émission. Nous sommes, évidemment, je le tiens à le dire, consommé avec modération. On parle de la bière, mais évidemment, c'est à consommer avec modération. Nous sommes avec Laurent Boiteau, qui est brasseur pour la Mélusine à Chambretot, qui est vice-président du syndicat national des brasseurs indépendants. François-Xavier Dole pour les coureurs de lune au Poire et Survie et Alexandre Blanchouin pour le Grand Zig aux Herbiers. On va reparler de ce syndicat, enfin de cette fédération des brasseurs indépendants. Mais on va parler d'abord de Hellboy, qui va très bien avec la Hellfest la bière Hellfest de Mélusine. Exactement. Je ne voudrais pas faire de pub, mais... Alors, la Bible infernale, ça c'est un recueil du travail de Mike Mignola. Alors, Hellboy, c'est un pur très connu. Alors, très connu. Est-ce qu'il est vraiment besoin de présenter Hellboy, ce monstre qui est pas un monstre, qui a été adapté par Guillermo del Toro? Ah oui, c'est vrai. C'est lui qui les a adaptés. Ouais. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Donc un univers occultissime et inimitable à jamais. Ah oui, c'est carrément avec les dessins et tout ça. Enfin, ouais, là, c'est tout un recueil de son travail. Les études, pardon. Les études, les dessins au trait, pour comprendre un peu comment il travaille, c'est hyper très intéressant. La Bible infernale. Alors, Mignola, il a vraiment toutes les caractéristiques d'un grand esprit créateur, parce qu'il a une inventivité exceptionnelle, une imagination débordante. Pour peu qu'on aime évidemment les univers à l'Edgar Poe, parce que c'est quand même spécial. Hein, c'est très spécial. Il faut quand même apprécier. Ouais. Mais même si on n'est pas forcément... quand je ne connaissais pas Hellboy, quand on commence à s'y intéresser, il happe l'âme, en fait, hein, je dirais. Oui, il y a un côté très tendre à ce personnage aussi en même temps. Dedans. Oui, ouais, voilà. Le personnage, oui, mais là, je parlais vraiment le trait, quand même très particulier. Hein, Oui, il est très particulier. Mais ça rejoint aussi les autres œuvres que vous avez présentées aussi. Oui, alors après, avec une petite particularité pour Mike Mignola, donc je voudrais en parler un petit peu ici. Bien sûr. Ce qu'il faut savoir, c'est que cet homme, il a vraiment révolutionné l'art du dessin. Mais quand je parle de révolution, c'est-à-dire, c'est pas si courant. C'est-à-dire qu'on avait une certaine façon de dessiner, des certaines méthodes de travail, et lui, il est arrivé, il a catapulté tout ça, et aujourd'hui, il inspire des générations entières de dessinateurs. Ce que vous voulez dire, c'est qu'avant, il y avait un côté très académique au dessin. Peut-être, mais disons que je pense qu'il y a un moment donné, il y a des tournants, en fait. Et il se trouve que lui, il est arrivé avec ses rythmes, il a travaillé sur les rythmes, on n'avait jamais vu ça. Hellboy, c'est une révolution. D'accord. Enfin, Mignola, son trait en particulier, parce qu'il n'a pas fait que Hellboy, il a aussi travaillé sur des aliens, enfin des choses comme ça. Et notamment, même les studios de Disney ont pris un tournant à 180 degrés à une époque. Ils l'ont fait travailler sur la direction artistique de Atlantide, l'Empire perdu. Ah oui, c'est donc vrai. On a vu là le changement en fait des rythmes dans le dessin. Ah oui, d'accord. Donc voilà pourquoi je dis que Mignola, il a quand même été invité à Angoulême en 2006. Le festival, ouais. Donc c'était c'est un révolutionnaire, cet homme-là, un grand génie. Il est toujours vivant? Bien sûr, oui. Il faut faire savoir. Parce que oui, toujours faire de boulettes, mais d'accord. Donc ça, c'est Hellboy. Là, c'est le recueil. Hein. Ça, c'est le recueil. La Bible la Bible infernale. Infernale, voilà, c'est ça. Mais sinon, alors ça, vous l'avez dans toutes les bonnes crèmeries. Il y a toujours un Hellboy. Tout le temps, ouais. Puis franchement, je recommande de s'y intéresser. Pour ceux qui aiment le noir et blanc, c'est majestueux quand même. Hein. L'intelligence du trait. Mike Mignola. Ouais, Mike Mignola. C'est super. Merci beaucoup, Fanny. Alors avec ça, si vous n'avez pas des idées de cadeaux, ou même pour vous faire des... On sait que déjà François-Xavier a repéré la première. Voilà, c'est ça. Mais non, il y a plein... Merci beaucoup en tout cas, Fanny. Il y a plein d'idées et plein de bouquins à avoir dans sa bibliothèque, notamment au niveau BD. On va terminer cette émission en parlant de la bière et de la brasserie. Laurent Boiteau, vous avez dit dans une interview, plus il y aura de petites brasseries, mieux ce sera. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va faire découvrir ce que c'est que la bière. D'accord. Et plus il y aura de bière artisanale, plus les gens auront envie d'en goûter et d'en découvrir. C'est pour ça que vous vous fédérez, vous organisez? Alors c'est aussi pour ça qu'on se fédère. J'ai dit tout à l'heure que les petits brasseurs pesaient 5% du marché. Ouais. C'est une tendance qui est un peu en retard en France par rapport au reste du monde. Aux États-Unis, les brasseries artisanales pèsent 15% du marché. D'accord. Au Québec, elles pèsent 10%, et c'est probablement notre avenir ici. D'accord. Et en réalité, on s'est organisé parce que ces 10 points de part de marché que vont perdre les industriels,
qui aujourd'hui pèsent, les grands noms, les 3 grands, qui pèsent 72% du marché, ils savent que demain, on va leur grignoter quelque part de marché. Et on a besoin aujourd'hui de se protéger et de s'organiser indépendamment. D'accord. Est-ce que vous aviez fait partie de l'autre fédération, c'est-à-dire celle des industriels justement? Pourquoi vous en êtes parti? Je suis parti parce que les grands industriels aujourd'hui ont envie de nous ressembler, utilisent des artifices marketing pour nous ressembler. Alors les artifices marketing, c'est... Oui, dites-moi. Alors j'ai en tête une communication d'un des 3 grands qui dit on est les artisans de l'apéronomie. De l'apéronomie. L'apéronomie. Alors moi, c'est le mot artisan qui me choque. Bah ouais, d'accord. Voilà. Ah oui, non. Il y a aussi des grands groupes qui rachètent des brasseries et qui estampillent bière artisanale leurs produits. Ouais, c'est ça. Ça aussi, à un moment donné, ça devient un peu gênant. Et comment vous en discutez entre vous? Vous êtes vus il n'y a pas si longtemps que ça entre brasseurs indépendants. Ça vous inquiète? Comment ça se passe? Vous n'êtes pas du tout sur la même niche que les grands industriels, on est d'accord? Non, c'est pas une inquiétude, mais c'est ça, c'est une volonté quand même de bien nous différencier. Ouais. On a des belles valeurs à porter, même si on parle d'alcool, on est d'accord, mais on a des belles choses à proposer, à faire découvrir. On n'a pas envie que le message soit diffus, comme disait Laurent, par des campagnes publicitaires qui ne nous correspondent pas, en fait. Ouais. C'est surtout ça, en fait. Mais aujourd'hui, on a dit que le mode de consommation commençait à changer, c'est-à-dire que les gens se rabattent plus, c'est pas le mot, mais sur des bières. En fin de compte. Oui, ils se rééduquent, c'est exactement ça. Ils se rééduquent à la bière. Et nous, on ouvre nos brasseries, en fait, aux gens. Donc ils viennent à la brasserie. Ils viennent voir comment ça se passe. Voilà. On leur montre ce que c'est du malt. C'est quoi du malt? C'est ça. Ah oui, mais goûtez. On goûte le malt. Ah oui, et je retrouve dans la bière après. Donc là, il y a toute une démarche, en fait. Et c'est pas juste prendre un pack de bière dans un rayon, quoi. Et puis, on est d'accord. Et puis au niveau du goût, ça n'a rien à voir. On a une découverte à chaque fois. Est-ce que vous goûtez les bières qu'il y a dans les grandes surfaces, des grands noms, des 3 grands industriels? Vous les goûtez? Oui. Et alors vous en pensez quoi? On va pas faire non, on va pas les nommer, mais sans commentaire. Il y en a qui sont plutôt bien faites. Après, c'est quasiment toujours le même style et les mêmes goûts. Ouais, il n'y a pas de différence entre hormis les aromatisations aux fruits. D'accord. Moi, j'ai quand même une question un peu mathématique. La consommation d'alcool en général baisse. Moi, je m'inquiète pour vous. C'est-à-dire que, est-ce qu'il va y avoir des conséquences, forcément? C'est-à-dire que vous fédérez... en fait, il y a une espèce de contraste entre le fait qu'il y ait des microbrasseries qui se mettent en place, notamment en Vendée, de plus en plus, et on sait que la consommation d'alcool baisse en général. Oui, mais qu'est-ce qui baisse? La consommation en quantité, pas la consommation en qualité. D'accord. Donc on peut espérer, et on espère, qu'on boira de plus en plus de bières artisanales. Mais le fait d'avoir autant de microbrasseries qui se mettent en place, est-ce que ça ne rétrécit pas non plus le marché d'autant? Non, c'est de la richesse. Ouais, donc c'est que du plus. Et puis en fait, le consommateur de bière est assez volatile, en fait. On a tout le temps une préférence pour une brasserie ou une autre, mais on a cette curiosité qui les pousse à chercher justement un nouveau goût. Et il y a des bars maintenant qui sortent un peu des contrats sur lesquels ils étaient avec des grands distributeurs de bière, et ils se disent « Ah bah tiens, chaque semaine je mets une nouvelle bière à la pression. » Oui, c'est vrai. Et là du coup on a envie d'aller au bar pour voir ce qui s'y passe. Ah, une nouvelle bière, tiens, j'ai goûté. Et ça, je suis d'accord. Il y a moins de fidélité qu'un vin ou qu'un cépage, ou quelque chose comme ça. Et puis ce besoin de changement, de nouveauté. Et nous, ça nous va bien à la limite, parce que justement, cette rotation, on est content de partager autour de ça et de proposer à tous les brasseurs un style différent qui peut intéresser justement et générer une sortie au bar, justement ramener les gens à avoir ce côté social en fait. Parce que la bière, ça se consomme au bar ou ça se consomme à la maison, Alexandre? Les deux, je dirais. Ouais, non, mais c'est une question. Ça peut se consommer. Moi, je le consomme au bar et à la maison. Et chez moi aussi. Ouais. Non, mais est-ce que c'est plus intéressant d'aller au bar et justement de découvrir une autre bière ou de... Ouais. Dans tous les cas, dans la majorité des cas, moi, je trouve que c'est intéressant de consommer de la bière avec d'autres, quoi. Comme je disais, c'est un objet social. On est autour de la bière. On discute de tout, mais aussi de la bière qu'on est en train de consommer. Moi, c'est comme ça que je le vois. J'aime beaucoup faire déguster les bières que j'ai dans le frigo, pas forcément les miennes, mais de faire découvrir. Ouais, découvrir. On est sur le même thème depuis le début, c'est la découverte, quoi. Donc voilà. Donc pour moi, on peut la consommer dans un bar ou chez soi, et surtout avec du monde autour, quoi.
Ouais, c'est intéressant. Le fait de vous fédérer comme ça et de vous organiser entre guillemets, qu'est-ce que vous avez concrètement, ça se passe comment? Qu'est-ce que vous faites? Vous discutez, vous rencontrez, vous non mais ce syndicat, il a 6 mois d'existence. Donc il est très jeune. Donc il est très jeune. On est pour l'instant 250 adhérents. Donc pour l'instant, on est plutôt dans l'organisation. Syndicat national. Des commissions nationales. National, on est d'accord. En train de monter des commissions et puis de travailler sur différents sujets, et notamment un sujet important qui est le label, qui va nous permettre d'expliquer aux consommateurs ce qu'est une bière artisanale, à contrario d'autres choses. D'accord. Voilà, et de vraiment mettre un cadre à ce qu'on est et à ce qu'on fait, nous. Et encore une fois, nous protéger. Il y a aussi un volet formation, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de référentiel de formation en brasserie en France. Et tout ça sont des chantiers qui seront traités par le SNBI. Le SNB, c'est ça, le syndicat national des brasseurs indépendants. Vous êtes un adhérent, Alexandre et François-Xavier? Moi j'y viens, on est déjà adhérent de l'association des Pays de la Loire en fait, donc c'est un rapprochement local. Et un des points qui me touche particulièrement en fait, c'est dans cette proximité, on a quelque chose aussi à apporter, je pense que c'est de rendre ces produits un peu plus vertueux, dans le sens où on peut essayer de remettre en route la consigne, la production est locale, mais la fabrication est locale, mais la production là un peu moins. Donc essayer de relocaliser des produits, des productions comme le houblon et les céréales. Donc ça c'est des sujets importants, mais qu'on peut... Donc les faire en Vendée par exemple. Ouais. Mais ça, c'est tellement compliqué de redécouvrir en fait et de remettre au point tout ce maillage en fait qui a disparu, qu'on doit s'associer pour ça. Ouais. Tout seul, vous n'y arriverez pas. Non, c'est impossible. C'est beaucoup trop de travail. Ouais. Et pour pouvoir aussi le rendre viable pour quelqu'un qui porte un projet doublonnière, par exemple, un seul brasseur suffit pas. Il faut qu'on soit associé. Donc c'était une des choses qui m'a moi touché. Ouais. Alexandre, le fait de se fédérer comme ça pour un jeune qui vient de s'installer, qui vient de commencer son activité, ça le sera sûrement, parce que pour le moment, j'ai pas... Vous n'avez pas trop eu le temps pour l'instant. Non, pour le moment, j'ai pas eu le temps, mais c'est l'un des objectifs pour moi. Mais j'ai déjà pris contact depuis quelques temps avec les brasseurs qui sont autour de chez moi, parce que, on est un peu, je pense, dans la même... Un peu la tête dans le guidon et... Ouais, non, puis même aussi, on a la même vision des choses. On ne considère pas forcément être des concurrents. Ce que disait Laurent tout à l'heure. Voilà. Ouais. Donc moi, j'ai déjà pris contact avec tous les brasseurs qui y avait autour de chez moi. Et dans un deuxième temps, c'est vrai que pour moi, adhérer à ce syndicat ou à l'association des brasseurs des Pays de la Loire, ce sera indispensable. Ouais. J'ai envie de discuter, d'échanger autour de la bière avec les gens qui travaillent dans le même domaine que moi, quoi. C'est quoi une bonne bière? Ah, fallait que je la pose. C'est quoi une bonne bière? Je sais pas, moi je dirais que c'est une bière qui vous plaît, à vous. Ouais. Il y a autant de bonnes bières que de bières ou presque. Après, une bonne bière, c'est une bière qui n'a pas de défaut. Puis après, ce sont vos goûts qui vont vous faire dire qu'elle est bonne ou qu'elle n'est pas bonne. C'est au goût. Mais quand vous produisez une bière, c'est quoi une bonne bière? C'est celle qui correspond à ce qu'on voulait faire. C'est ça. La bière idéale, c'est celle qui correspond quasiment en tout point à ce qu'on avait imaginé. Après, il y a parfois des petits écarts, mais c'est pas pour ça que ce serait de mauvaise bière. Mais c'est difficile une bonne bière? Est-ce que c'est difficile de créer une bonne bière? La bière qui va tenir. Oui, je pense que une référence. Oui, c'est très compliqué parce que en fait, il faut faire preuve d'humilité dans ce métier et parfois, en plus, on en parlait tout à l'heure. On est des cuisiniers et parfois la nature nous joue des tours. Bien sûr. Donc parfois en bon sens et parfois en mauvais. Donc on est parfois surpris même d'un brassin à l'autre. C'est-à-dire que du coup, en reproduisant la même bière, il y a des différences. Il y a des différences. Donc c'est comme un cuir qui est pas tout à fait le même d'un sac à l'autre, quoi. C'est ça. C'est un peu ça. Donc arriver une fois à faire une très bonne bière, voire excellente, c'est possible largement. La reproduire, c'est plus compliqué déjà. Ouais. La créer, c'est plus facile que de la reproduire dans les mêmes circonstances. Et rester constant. La constance, c'est plus compliqué. Fanny, elle est pas trop consommatrice de bière pour l'instant. Enfin, du moins. Alors, si vous aviez une bière à lui conseiller, sachant qu'elle aime bien le sucré, ça, on a un peu parlé pendant les pauses. Quelle serait la bière dans chacune de vos bières, Laurent? Si on est plutôt dans la rondeur, parce que j'imagine que c'est l'amertume qui pose problème, qui vous dérange un peu, ce serait plutôt une triple, qui sont des bières fortes, mais qui sont des bières très rondes, très faciles à boire finalement, ou effectivement des bières fruitées, mais chez nous c'est pas le cas, il y en a pas. Ah. Voilà. Chez les puristes. François-Xavier. C'est un peu ça.
Tout à l'heure, je vous ai bu un petit café. Je vous inviterais bien à tester l'apporteur, qui a un petit côté fumé et chocolaté. Ouais. Il est fort. Il est fort parce qu'il voit Chocolat. ce que... Ça, c'est pour les coureurs de lune. Et pour la zig moi, ce serait ma bière triple. En vrai. Comme disait Laurent, une bière un peu plus sucrée, plus ronde. Même si on est sur des bières un peu plus alcoolisées, c'est assez facile à boire, assez étonnamment, parce qu'il y a de la rondeur, il y a du sucre. Et je suppose que les femmes ne consomment pas la même chose que les garçons. Mais ça sera un autre... je pense que c'est un autre débat, une autre émission. Vous allez revenir. En tout cas, c'est déjà la fin de cette émission. Je vous avais dit, ça passerait très vite. Merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir présenté vos différentes bières et surtout le métier de brasseur, parce que c'est un vrai métier. Et c'est un nouveau mode de consommation. On ne consomme pas la bière comme on a consommé il y a quelques années. Merci beaucoup. Merci. Je crois, Alexandre, hein. Vous aussi d'ailleurs, Fanny, merci, on se retrouve très très vite. Je vous souhaite une très belle fin de journée, de soirée et début de soirée sur TV Vendée. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.